Et c'est parti pour la dernière partie de Smart Bourse pour marché à thème où nous allons faire ensemble un petit peu de décryptage économique. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Michel Rumi. Bonjour Michel Rumi. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes économiste chez SPAC. Ensemble, nous allons parler retraite et plus spécifiquement mécanisme de retraite par répartition. Il n'aura pas échappé aux gens qui nous écoutent les débats actuels sur la réforme des retraites avec notamment des discussions à l'Assemblée nationale qui devait se terminer le 17 février dernier, le 17 février dernier, par un vote qui n'a pas eu lieu. Et finalement, le texte est à présent en discussion au Sénat. Que va-t-il se passer alors que l'Assemblée nationale ne s'est pas exprimée sur le texte ? C'est là la fête, c'est que le texte soit voté et adopté ou non, le texte quittera le Sénat le 12 mars en direction de la commission paritaire mixte paritaire. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une instance qui regroupe 7 députés, 7 sénateurs qui ont pour mission d'arriver à un terrain d'entente sur un texte qui va essayer qui va être présenté à nouveau entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour être voté. D'accord. Et c'est pas gagné, c'est pas gagné parce que si c'est pas voté, eh bien on va avoir des allers-retours, ce qu'on appelle et donc entre ces deux chambres pour essayer d'amender, d'arriver à un texte, on va dire, plus ou moins final. Et si, en tous les cas, le processus parlementaire s'arrêtera le 26 mars, que le texte soit finalisé ou pas. Et c'est là où on risque d'avoir un peu plus de difficultés parce que, du coup, c'est le gouvernement qui a la main. Et donc, du coup, il a 2 possibilités. Soit il fait passer la loi par ordonnance, donc c'est l'utilisation de ce qu'on appelle l'article 47.1, soit carrément il fait adopter cette loi par le 49.3, mais sans vote des parlementaires. Et donc là, ça peut arriver à certaines tensions, parce que du coup, en 49.3, c'est pas du tout l'approbation de... Surtout sur un sujet qui aura suscité autant de débats à l'Assemblée nationale, et pas que. D'ailleurs, si on replace un petit peu dans le contexte, c'est pas la première fois qu'une réforme est engagée sur le sujet. Non, tout à fait. En fait, la première des choses qui a été la première sensibilisation, ça a été le livre blanc de Michel Rocard, et ça remonte à près de 30 ans, avait attiré l'attention sur les conséquences du vieillissement, notamment sur le régime de retraite. Et il disait, en fait, il faut commencer à faire des réformes de régime de retraite parce que les personnes vivent de plus en plus longtemps, et donc il convient de faire. Et puis, depuis, chaque gouvernement, que ce soit de droite ou de gauche, a mis au programme sa vision de la retraite. Et aujourd'hui, nous sommes à la cinquième réforme, mais ça risque d'être pas la dernière parce qu'on ne pourra pas systématiquement toujours reculer l'âge de départ à la retraite. Donc, ce qu'il va falloir à un moment donné, c'est de trouver un âge raisonnable qui soit, donc ça veut dire un choix de société et en même temps un choix politique. Et donc, pour l'instant, que prône en fait l'OCDE ? Elle dit, mais pour éviter des crises récurrentes, il conviendrait de mettre en place des mécanismes d'ajustement automatique, en fait, qui fait que ça veut dire qu'en fait, on va adapter le programme de retraite en fonction de certains critères. Mais la grande difficulté, il faut qu'il y ait un consensus politique et pour l'ensemble et ce qui n'est pas gagné. Et donc, c'est toute la difficulté. Pour bien comprendre, si on fait un état des lieux de notre système de retraite par répartition aujourd'hui, ça représente quoi concrètement ? Alors, première des choses, c'est avant la réforme, il y avait 42 régimes de retraite. Donc, il y avait bien sûr le régime général, mais il y avait aussi des régimes spéciaux et qui faisaient qu'il y avait certains régimes qui pouvaient sembler être plus bénéficiaires que d'autres, etc., etc. Donc, dans une estimation d'harmonisation, on a dit on va tout mettre ensemble. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est qu'à fin 2020, grosso modo, il y a à peu près 17 millions de retraités qui vivent en France ou à l'étranger. C'est à peu près... on va dire à peu près au moins rien du tout. En moyenne, non, j'allais faire une comparaison, un pourcentage et j'ai pas osé le faire. Mais en moyenne, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les femmes touchent moins que les hommes en termes de retraite parce que c'est un parcours particulier. Mais en gros, ça fait 40% en moins.
La pension moyenne, toujours, c'est à peu près un peu plus de 1500 euros brut, donc ça fait à peu près 1400 de net. Et surtout, c'est que les dépenses de retraite représentent à peu près 14% du PIB environ. Et ce qu'il faut voir, c'est que cet pourcentage, en fonction de la crise sanitaire, a augmenté. Et donc, c'est ce qui convient. Et ces dépenses viennent s'ajouter sur, en même temps, un règlement on va dire, de la dette qui est très lourd là-dessus. Et c'est ça qui attire un peu la chose, c'est que si on a un régime de retraite qui est déficitaire, il faudra le financer par endettement, associé à la dette déjà qui existe, ça risque d'être inflammable, on va dire. Alors, quels sont les différents leviers envisagés pour stabiliser le système des retraites aujourd'hui ? Alors, on peut envisager 3 leviers, possibilités. Première des choses, c'est augmenter les cotisations. Ça peut sembler de bon sens, mais ça pose 2 problèmes. Première des choses, c'est en France, on est déjà bien, on va dire, les cotisations sont relativement élevées, donc ça serait malvenu. Donc, deuxième problème, c'est que si on élève les cotisations, ça va jouer sur les équilibres. Par exemple, si on augmente les cotisations sur la part salariale, ça réduit le pouvoir d'achat. Et déjà, ce pouvoir d'achat qui est écorné avec l'inflation, ça peut poser des problèmes pour la croissance. Deuxième chose, si on augmente les cotisations patronales, ça veut dire moins de compétitivité, moins d'investissement et peut-être moins de volonté de négocier les salaires. Donc ça, c'est pas si simple que ça. Deuxième chose, c'est améliorer l'emploi. Ce qui serait idéal, c'est intégrer plus de jeunes, augmenter plus la part des seniors dans l'activité économique, ce qui serait bien. Mais ça pose aussi des petits problèmes parce que il faut trouver embaucher notamment les seniors, c'est pas si bien simple. Sûr, il y a une responsabilité, pour les employeurs. Et donc ça ferait augmenter le nombre de cotisants. Troisième chose, ça serait de reculer l'âge de la retraite. Le sujet. Voilà. Et donc du coup, ça veut dire que ça diminuerait le nombre de retraités et en même temps, ça augmenterait le nombre des actifs. Donc ça pourrait arriver. Donc c'est ces types-là, mais il faut un consensus là-dessus. Toujours dans un objectif de décryptage un peu de cette réforme, sous un point de vue économique, comment font les autres pays sur le sujet, Michel Rumi ? Ça, c'est tout. Alors, première des choses, c'est que tous les pays sont aujourd'hui de l'OCDE sont confrontés au vieillissement de la population. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, de manière générale, ils ont systématiquement pris des mesures d'allongement de l'âge de départ à la retraite. Et donc, la difficulté, c'est que si certains ont eu le temps de s'y adapter progressivement en vue de la conjoncture, en vue de pas mal de choses. D'autres ont été obligés de faire ces réformes au dos du mur. Donc ça veut dire que, notamment, c'est l'Italie au moment de l'entrée en zone euro. Oui. Et puis il y a également aussi la Grèce avec le moment de la crise des dettes souveraines. Et donc, ce qui fait, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, l'âge de départ à la retraite en Italie, c'est de l'ordre d'à peu près de 71 ans. Au Portugal, elle est à peu près un peu moins de 67 ans. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, les 2/3 des pays de l'OCDE, en fait, ont adopté ces mécanismes d'ajustement automatique. Ça veut dire l'âge de départ à la retraite. Oui. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que, par exemple, vous avez la Grèce, l'Italie, comme je viens de parler, mais aussi bien la Suède, qui peuvent indexer l'âge de départ à la retraite sur l'espérance de vie. Et d'ailleurs, la Suède relèvera en 2026, je dirais, de 65 à 67 ans, l'âge de départ à la retraite. Et c'est ça on tend de plus en plus à faire cela, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'arriver à avoir d'inscrits dans les lois certaines limites, on essaye d'adopter un peu plus de souplesse pour permettre de tenir compte de l'allongement de la retraite ou certains événements de la vie. Donc ça, finalement, c'est l'explication économique. Après, derrière, il faut un consensus politique pour agir sur, effectivement, ce contexte économique. La difficulté, c'est que aujourd'hui, la crise du Covid a révélé beaucoup de choses, notamment la relation au travail. Et c'est ça qui est important. Ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, certaines personnes ont eu du mal à revenir dans leur travail. C'est la quête de sens. En même temps, c'est la rémunération, savoir un peu ce qui se passe. En gros, ce qu'il faut bien voir, c'est que aujourd'hui, de plus en plus, on a individualisé les rémunérations, donc pour satisfaire, on va dire, certaines volontés. Donc c'est un côté positif, mais en même temps, les salariés ont perdu cette notion de groupe. Et ce qui fait, c'est que d'un seul coup, se retrouver là-dessus avec un travail qui semble un peu plus, on va dire, perte de sens pour eux, mais en même temps la non-reconnaissance de leur valeur, en fait,
en termes de valeur ajoutée dans ce travail, fait que d'un seul coup, on se dit mais pourquoi vouloir travailler un peu plus à ce niveau-là. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que autant quand on travaille, on est soumis, on va dire, d'une certaine mesure à la volonté du travail, donc avec peut-être une fluctuation et du chômage. À la retraite, on a la certitude de la retraite. Donc, d'un certain côté, les personnes aussi souhaitent avoir une certitude de ne pas avoir de problème en termes de revenus. Et c'est ça qui joue aussi. Il y a un aspect psychologique et sociologique là-dessus. Merci beaucoup, Michel Brumi, d'être venu sur le plateau de Smart Bourse nous détailler effectivement les enjeux en matière de réforme des retraites aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes économiste chez SPAC. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Bourse en replay sur bismart.fr, en podcast également sur toutes les plateformes de podcast. Et vous retrouverez Smart Bourse lundi à 12h30 en direct sur Bismart.